Auditrices, auditeurs de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission, le forum de la presse du Studio Kalangu. Un rendez-vous avec nos confrères de Niamey pour le décryptage des faits ayant marqué la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi 31 octobre 2025, nous avons 3 sujets au menu. La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a animé un point de presse hier pour parler des nouveaux prélèvements sur les salaires, les indemnités, sur les produits importés, sur les exportations agricoles, mais également des contributions des établissements publics et des grandes entreprises. On va en parler dans un instant. L'actualité, c'est aussi l'installation officielle le 27 octobre dernier par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de la Commission nationale ad hoc de tarification des logements. Cette instance est chargée de réguler les loyers afin de protéger à la fois les locataires et les bailleurs et de favoriser un cadre équitable et transparent dans l'accès au logement. Enfin, notre troisième sujet de ce forum va se pencher sur le Forum national des ONG Associations de développement qui a débuté à Tillabéri le mercredi 29 octobre. Pour décrypter ces sujets, au plaisir de recevoir Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Armi. Bonsoir Thomas. Bienvenue dans notre émission. Maïmouna Jado, journaliste indépendante. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir. Dans ce forum de la presse, il est là aussi, doyen Issa Ousseini Jibo. Bonsoir doyen. Comment tu vas? Je vais très bien. Okay. Pour la présentation, je suis Ternan Fouda Ahmed. Seni Issaka va assurer la technique de ce forum. La nouvelle ordonnance du 22 octobre 2025 qui abroge celle de 2023 portant prélèvement de fonds pour les FFSP vise à élargir son assiette financière pour renforcer ses ressources. Cette mesure prévoit de nouveaux prélèvements sur les salaires, les indemnités, les taxes sur les produits importés, sur les exportations agricoles, mais également des contributions des établissements publics et des grandes entreprises. Ces prélèvements visent à renforcer les ressources nationale pour faire face aux défis de sécurité, de gouvernance et de développement, tout en cherchant à améliorer l'autonomie financière et la souveraineté économique du pays. Ousseini Issa Jibo, on commence avec vous. Quelle analyse faites-vous de cette nouvelle ordonnance sur les prélèvements? Moi, quelque part, je suis surpris, non pas par l'adoption de l'ordonnance, mais je suis surpris par la dynamique dans laquelle on s'est installé aujourd'hui, ou du moins le régime s'est installé aujourd'hui. Quand il a été décidé de la création du fonds, n'est-ce pas? C'était une question de contribution volontaire. Mais jusque-là, ça reste volontaire. Non, mais ça a cessé d'être volontaire. C'est fini, c'est plus volontaire, n'est-ce pas? Parce que bien avant que cette ordonnance-là, qui modifie, pour donner beaucoup plus de pouvoir au FSSP, déjà, il y avait des secteurs sur lesquels, comme la téléphonie, comme les transports, un certain nombre de services où pratiquement on t'imposait, on ne demande pas ton avis. Aujourd'hui, il est question carrément de l'étendre au salaire, n'est-ce pas? Quand j'ai fait des opérations quelque part, on enlève ça systématiquement à travers l'opération. À partir de ce moment, ce n'est plus une contribution volontaire. Ça a perdu son caractère volontaire. À partir de ce moment, le mécanisme de gestion doit aussi changer. Qu'est-ce qui doit concrètement changer? Ça doit changer. Le mécanisme, quand je dis le mécanisme, aujourd'hui, tel que c'est géré, il y a une structure qui est là, une structure de service au départ, une structure de mission, je veux préciser. De mission. On est dans un contexte, parce qu'on a institué ce fonds dans un contexte particulier. Le Niger était asphyxié financièrement. Il fallait créer les conditions pour que cette situation-là ne puisse pas paralyser totalement le pays. Maintenant, on n'est plus dans cette situation. Donc la situation a changé? Non, la situation, bien évidemment, depuis pratiquement février 2024, quand il y a eu l'allègement des sanctions de la CEDEAO, les autres partenaires sont venus. On signe des accords avec des partenaires comme la Banque mondiale, comme le FMI, tout ça. Mais à partir de cet instant, je me pose des questions. Pourquoi doit-on continuer à mettre la pression sur les citoyens dans un contexte de paupérisation généralisée? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour moi, je dis non, on ne peut pas continuer à presser les citoyens alors que les conditions ne sont pas en train d'être améliorées. Merci beaucoup, doyen. Merci pour cette analyse. Maïmouna, est-ce que vous êtes surprise de cette décision? Je suis, c'est vrai, surprise de cette décision parce que je me suis posé la question d'abord de savoir, avant d'entamer ou bien de faire ce point de presse, est-ce que aujourd'hui le Fonds de solidarité a eu d'abord à échanger
puisqu'on parle des travailleurs, est-ce que les centrales syndicales, qui sont d'abord les centrales représentatives de ces travailleurs-là, ont été associées? Parce que nulle part, je n'ai entendu où ces centrales syndicales ont été associées pour pouvoir porter si oui ou non elles peuvent accepter à ce qu'on enlève ou bien on ampute dans le salaire de ces travailleurs. Donc il n'y avait pas une consultation je pense pas, parce que s'il y avait une consultation, ce sont ces centrales syndicales d'abord qui vont veiller à faire passer l'information en réunissant les travailleurs, soit par un point de presse, une déclaration, une assemblée générale, pour pouvoir informer les travailleurs de ce qui va se passer ou bien qui va se produire dans les mois à venir. Aujourd'hui, on ne parle plus de fonds de solidarité. Mais on parle de quoi? Non, mais on veut imposer aux Nigériens une cotisation. Parce que quand on dit fonds de solidarité, c'est à la personne de consentir à mettre ce qu'elle va mettre au profit du fonds de solidarité. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Maïmouna Armi. Vous avez entendu les deux précédents intervenants sur cette décision du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Hussein Issa parle de l'absence de consentement, Maïmouna parle également d'une cotisation forcée. À votre niveau, quelle lecture faites-vous de cette décision? Oui, en fait, c'est de nouveaux impôts qui ne disent pas leur nom. Parce que chaque citoyen, en tout cas au moins pour les travailleurs, c'est ce que je sais, quelle que soit la taille de ton salaire, tu payes l'UTS et normalement c'est ça le contrat. Là, en prenant des arrêtés, les autorités viennent de mettre un peu de forme dans la levée de cet impôt, n'est-ce pas? Mais qu'on continue d'appeler quand même des contributions volontaires. Sincèrement, pour parler de volontaires, il faut au moins donner le choix à la personne qui est censée donner, de choisir entre donner et ne pas donner. Parce que c'est facile de présumer que tout le monde est très d'accord. Normalement, si c'est un fonds de solidarité volontaire, on doit dire aux gens, voilà, vous devez choisir. Je suis persuadé, rien que par fierté, les gens seront très nombreux à choisir. Mais certains ne choisiraient pas. OK? Mais aussi l'adhésion populaire est pour quelque chose, pour que ça marche. Armi, on parle des prélèvements de 1% sur les salaires nets. Est-ce que ces prélèvements affectera le pouvoir d'achat des salariés selon vous? Énormément, parce que déjà ce qu'ils ont est insuffisant. Mais beaucoup disent que 1% ce n'est rien du tout. Oui, mais ça c'est dans la tête des gens. Ça c'est dans la tête des gens. Par exemple, pour quelqu'un qui a 100 000 de salaire, 1% c'est 1000 francs. C'est 12 000 francs le mois. L'année. Oui, pas de l'année. Okay. 12 000 francs, tu n'achètes pas 12 000 francs de stylo à tes enfants par an. Ou bien, et si ton enfant va au public et que tu as un seul enfant, peut-être que ça pourrait même suffire pour ses frais de récréation pendant les 7, 8 ou 9 mois qu'il va aller à l'école. C'est des choses dont on ne tient pas compte. Un enseignant qui déjà a 100 000 peut-être de salaire, qui quitte l'aéroport pour venir à Kwarakano enseigner, n'est-ce pas? Dieu seul sait ses frais de taxi journaliers, même comment il arrive à les assurer. À plus forte raison, on l'enfonce avec un moins 1000 francs. On a l'impression que ce n'est rien. C'est pour l'État que ce n'est rien. Parce que pour les salariés, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que l'objectif, c'est d'avoir dans les 30 milliards par an ou 50 milliards par an. 50 milliards par an. Selon la n'est-ce pas? Du fonds des... Ça, l'État obtenait de telles sommes parfois en faisant des collectifs budgétaires, en réaffectant les ressources du budget seulement. Mais ça, pour obtenir, vous voyez, le procédure, le mécanisme par lequel on veut passer pour obtenir, c'est beaucoup d'énergie. Voyez-vous. C'est beaucoup. Est-ce que selon vous, c'est beaucoup? Oui, c'est plus que beaucoup. Non, c'est plus que beaucoup. Non, quand on regarde un peu, aujourd'hui, pratiquement dans tout service aujourd'hui, tout service que tu sollicites, tu dois payer quelque chose, n'est-ce pas? Et on parle de fonds de solidarité, contribution volontaire. Maintenant, à partir du moment où, parce qu'il y a eu, c'est tout à l'heure, Arimi a dit, déjà on paye les fonctionnaires, tout le monde, il y a la TVA que les gens payent.
n'est-ce pas? Et en achetant des produits alimentaires et tout, c'est le consommateur final qui paye cette TVA-là. Alors, on ne se contente pas de ça. On vient maintenant, on trouve un mécanisme pour prendre tout le temps de l'argent avec les citoyens. Alors, à partir de ce moment, ça devient quoi? Je pose la question, est-ce qu'on fabrique le maigre? Parce qu'aujourd'hui, le maigre salaire, ça ne suffit même pas. C'est un salaire maigre? Non, le salaire, non. Le salaire des Nigériens. Le salaire. Je ne parle pas de ceux qui sont en haut, hein. Je parle de ceux qui sont en bas. Voilà. C'est pratiquement un salaire dérisoire. Dans tout ça là, est-ce qu'on nous a parlé, l'État, ils sont sortis pour dire que les institutions pléthoriques là, alors, est-ce qu'ils ont diminué dans ces institutions pléthoriques? Si on a du temps, on va revenir sur toutes ces questions, mais entre-temps, on va marquer une petite pause avant d'entamer un autre sujet qui constitue une sorte de bonne nouvelle pour les populations nigériennes, la question du loyer. Voilà, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le colonel Abdelkadri Amadou Daouda, a procédé le 27 octobre 2025 à l'installation officielle de la Commission nationale ad hoc de tarification des logements. Cette instance est chargée de réguler les loyers afin de protéger à la fois les locataires et les bailleurs et de favoriser un cadre équitable et transparent dans l'accès au logement. Une décision largement appréciée par les Nigériens, surtout ceux qui sont encore en location. Maïmouna, vous voulez parler déjà? Est-ce que le loyer est cher au Niger? Le loyer est très cher aujourd'hui. Tu vas prendre 2 chambres salon à 80 000 francs, voire 100 000 francs dans certains quartiers. Aujourd'hui, même les quartiers qui sont éloignés du centre-ville, tu ne peux pas trouver une maison, chambre salon, à 35 000 ou 30 000 francs. Il faut que tu débourses 60 000 ou 50 000 francs. Quand tu as une maison de 30 000, 35 000, sois sûr qu'il n'y a pas l'électricité là-bas. Et il y a des endroits où, et quand la maison a besoin d'être réfectionnée, là, avec le propriétaire, tu as tous les problèmes. Et ensuite, ce n'est même pas ça. Un bon matin, tu te réveilles, le propriétaire te met à la rue. Ah ben oui. Parce que vous ne payez pas les loyers ou... C'est même pas des fois parce que tu ne payes pas le loyer. Des fois, tu payes le loyer. Mais pour des raisons familiales, le monsieur ne te donne même pas le temps de te préparer pour chercher une autre maison. Il va venir te dire que ma maison, c'est ma maison et je voudrais mettre quelqu'un dedans. Donc, il n'y a pas une marge de sécurité pour les locataires. Aujourd'hui, on doit passer au système où quand je dois rentrer dans ta maison, il faut d'abord qu'on signe un contrat entre toi et moi. Peut-être ça va arriver avec cette décision qui sera prise par la commission. Mais quels sont les facteurs qui influencent sur les prix des loyers ici au Niger, selon vous? D'abord, chaque propriétaire fixe ses prix. Et pire, ce n'est même pas le propriétaire qui fixe, parfois c'est le démarcheur qui fixe. Parce que le démarcheur a une commission. Parfois on lui dit, si tu amènes un nouveau occupant dans ma maison, tu as 1 mois. Lui, il va venir dire 100 000 ou 120 000. Parce qu'il va voir d'abord le peu qu'il va avoir, définitivement. Alors que celui qui rentre, c'est pour toujours, tant qu'il est dans la maison, c'est ce qu'il va payer. Pire, le propriétaire, souvent, chaque 5 ans, chaque 10 ans, il revoit le prix à la hausse. Jamais je n'ai entendu un propriétaire qui a diminué le prix. Mais moi, je me demande bien comment certaines catégories de travailleurs se débrouillent pour louer. Parce que pour quelqu'un qui a 120 000, 130 000 de salaire, si tu mets la moitié, plus de la moitié de ton revenu dans le loyer, le reste, voyez-vous. Donc vraiment, moi je pense que c'est un très bon chantier. Il faut encourager le CNSP à aller dans ce sens-là. Je pense qu'on doit pouvoir harmoniser les coûts et revoir les choses en baisse à la baisse. Ousseini, quels sont les avantages que cette révision qui sera ici de cette commission ad hoc va offrir aux locataires et aux bailleurs? En fait, je dis c'est une bonne chose. Ça permet au moins de réguler le partenariat. C'est tout à l'heure, Maïmouna, quand elle a dit le bailleur peut venir, te dit, sors, j'ai besoin de ma maison, parce que tout simplement, il y a un frère ou un neveu qui va venir. Ce n'est même pas question de règlement du loyer. Non, parce qu'il n'y a pas de contrat formel. J'ai besoin d'une maison, je vois un démarcheur, il me cherche la maison,
lui-même, il va trouver son compte, mais le bailleur, au bout de 5-6 mois, il peut venir dire j'ai augmenté le prix. Mais maintenant, le problème fondamental qui se pose, parce que ça va être compliqué. Tu sais pourquoi ça va être compliqué? Non, on vous écoute, doyen. Mais parce que tout simplement, il y a plusieurs types d'habitations. Est-ce que la commission là va travailler sur les habitations en banco? Alors, comment ça va se faire? Quel type de classification ils vont faire pour faire la tarification? C'est ça la difficulté. Selon vous, ça va être compliqué? C'est la mise en œuvre. Je peux comprendre les maisons en matériaux définitifs, les maisons en matériaux précaires. Aujourd'hui, même dans les campagnes là, des gens louent des cases. L'enseignant qui est affecté dans une localité, c'est pas avant où on te dit voilà, il y a une case, tu peux l'occuper, des choses comme ça. Aujourd'hui, on loue. On loue la case de l'enseignant. Mais bien sûr, tu es obligé de payer. Même si c'est une somme modique, mais tu es obligé de payer. En plus, vous venez me recenser. Mais je peux vous dire que tous ceux qui vivent dans la maison là, c'est mes parents. Personne ne paye. Enfin, pourtant, c'est des locataires. Voilà les difficultés pratiques qui vont se poser par rapport à la mise en œuvre je dis, c'est une bonne chose, hein. C'est une très bonne chose de créer les conditions, parce qu'on a vu souvent comment les gens sont expulsés. Comme ça, on te dit, alors que tu réglo avec le propriétaire, le bailleur, mais il suffit simplement qu'on trouve quelqu'un qui va payer plus que ce que tu payes, pour qu'on crée une situation pour te faire sortir. Et faire entrer quelqu'un. Moi, j'ai vu beaucoup de cas où la personne était désemparée parce qu'on ne te donne même pas un préavis. Pas de préavis. Mais quel préavis? On te dit une semaine. On te donne une semaine pour quitter. Tout ça là, peut-être la commission va se pencher sur toutes ces questions-là. Oui, mais rapidement par rapport à ce sujet, une dernière question maintenant. Quel profit l'État va tirer de cette décision? L'État ne fait rien pour rien. D'un côté, on étudie la situation, d'abord entre collaboration, entre propriétaires et locataires, et ensuite on essaie de diminuer sur le loyer, mais en contrepartie, l'État aussi va pouvoir avoir ce que l'État doit avoir. C'est pour ça que j'ai dit l'État ne fait rien pour rien. Voilà, l'État ne fait rien pour rien. Il faut se le dire, l'État, c'est son rôle, c'est son devoir de protéger les citoyens, surtout les plus précaires, ceux qui sont dans des maisons à louer. Ça, c'est une des choses. Le bien-être de la population incombe à l'État. C'est une question de droit. Le droit à une bonne habitation, c'est un droit fondamental. Au-delà, si le citoyen est bien loti, bien logé, bien nourri, écoutez, c'est des citoyens efficaces, des travailleurs de qualité que tu auras. C'est la moindre des choses, hein. C'est une protection en fait. Vraiment, l'État est dans son rôle régalien. Voilà, merci beaucoup Armi. L'État est dans son rôle régalien. On va marquer une petite pause avant d'entamer la troisième partie de cette émission. La troisième dernière partie de ce forum porte sur le Forum national des ONG et associations de développement qui a débuté mercredi 29 octobre à Tillabéri. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba. Il a indiqué qu'au cours de l'année écoulée, ces organisations ont mobilisé des financements et permis la création de près de 27 000 emplois au Niger. Avant d'entamer les discussions, on va d'abord écouter un extrait de son discours. Au titre de la seule année 2024, les interventions des ONG et associations de développement ont permis de mobiliser plus de 250 milliards. En termes de retombées fiscales, le montant généré par les activités des ONG et associations de développement, qui était d'environ 7 milliards en 2020, a atteint plus de 17 milliards en 2024. Tous ces résultats sont à mettre, entre autres, au compte d'un élan de solidarité internationale qui, en dépit du contexte, comprennent et soutiennent la nouvelle dynamique en cours dans notre pays. On vient d'écouter le ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, Ousseini Issa. En écoutant son discours, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce forum des ONG qui se tient actuellement à Tillabéri? On reconnaît aujourd'hui que les ONG et associations de développement contribuent à soutenir l'État sur le terrain, parce que l'État n'est pas partout, quoi qu'on dise. Peut-être on le dit comme ça de manière vague, mais sur le plan pratique, souvent c'est les ONG, associations de développement, qui amènent certaines choses au niveau des populations locales dans les zones reculées. Mais de l'autre côté, quand je vois aussi ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années, où on ferme à tour de bras des partenaires, je me pose beaucoup de questions.
Il faut savoir ce qu'on veut, n'est-ce pas? Il faut savoir ce qu'on veut. Merci, doyen Armi. Quelle est l'importance d'un tel forum en cette période marquée, surtout, comme vient de le dire le doyen, par la fermeture de plusieurs ONG? En fait, partout dans le monde, les États modernes et les ONG, c'est des partenaires vraiment irremplaçables. Chacun joue sa partition. Et aujourd'hui, quel que soit le pays, des plus développés et aux moins développés, les ONG ont leur place. Et je pense qu'un forum, ça permet aux gens de se parler. Au début, c'était beaucoup plus difficile. Et là, le régime en place a revu vraiment, à mon avis, à mon sens, en tout cas sur le sentiment que j'ai, son fusil d'épaule. Et voilà, ça permet vraiment au moins de se parler. Ça permet, vous avez vu, le ministre a relevé les contributions qui ont, contre toute attente, certainement progressé. Et ça peut aller beaucoup au-delà et ça contribue à soulager l'État. Ça contribue à soulager l'État. Tout à l'heure, on a parlé du loyer. Aux premières heures de l'arrivée massive de déplacés dans notre pays, il y a des ONG qui ont construit, y compris des quartiers entiers, notamment dans la région de Difa, j'ai vu. Ça doit être CISP, avec l'aide des ONG, plus grandes ONG internationales, la FAO et autres, qui ont construit des abris et qui ont permis d'accueillir, ce qui a permis de limiter la pression sur les ressources existantes déjà. Donc c'est aussi à cela que les ONG, ça sert. Ils contribuent dans tous les secteurs d'intervention de l'État, dans la santé, l'école, l'assainissement, l'environnement. Donc vraiment, moi je pense que les ONG, pour un État moderne, les ONG sont incontournables. Mais les ONG doivent naturellement s'aligner dans la droite ligne de politiques tracées par les gouvernants. Maintenant, les gouvernants doivent savoir que les ONG sont dans le secteur privé libéral, vraiment ont besoin d'une certaine autonomie d'intervention, d'une façon de faire qu'on n'apprend pas, on n'invente pas la roue comme on dit. Les ONG, la plupart des grandes ONG interviennent déjà dans 100 pays, dans 150 pays, dans 60 pays. Donc c'est des façons de faire déjà implémentées ailleurs qu'on amène pour vraiment transposer chez nous aussi. Et aussi la confiance. La confiance. La confiance joue un rôle important dans le rapport entre l'État et les ONG. Et des ONG, malheureusement, vous avez vu, ils ont des principes, notamment en matière d'intervention. Les ONG ne font pas de différence entre les belligérants, par exemple. Un terroriste blessé, une ONG du secteur de la santé qui intervient sur le terrain va soigner le terroriste. C'est difficile à expliquer ça. Mais je pense qu'en échangeant, en se parlant, en se regardant dans les droits, en se disant la vérité comme on dit, on finit par se comprendre. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le dialogue. Et je pense que c'est une très bonne démarche, en fait. Voilà, c'est une très bonne démarche, selon Armi. Mais à votre niveau, vous avez entendu l'extrait du discours du ministre et vous avez écouté les deux interventions de Ousseini et de Armi. Selon vous, pourquoi on met l'accent surtout sur l'aspect financier de ces ONG et de ces associations, sans parler de leur travail sur le terrain? Bon, il faut d'abord noter qu'au tout début, à l'arrivée donc du CNSP, il y avait eu un toilettage au sein donc de ces ONG. Parce que il y a certaines ONG où on ne comprenait plus en fait ce qu'elles font. Ce qu'elles font comme travail. Donc il fallait pour le CNSP d'abord connaître d'abord ces ONG-là, les répertorier pour savoir le nombre d'ONG qui agissent au Niger, sur le territoire nigérien. Quels sont leurs modes de fonctionnement? Qu'est-ce qu'ils engagent ou, comme on dit, qu'est-ce qu'ils ont comme financement? Qu'est-ce qu'ils ont comme financement par an pour pouvoir savoir ce que, là où les fonds peut-être
qui sont destinés à ces ONG, qu'est-ce que ces ONG en font? Est-ce que ces ONG s'alignent, comme l'a dit Arémi, dans la droite ligne de l'État? Ce que l'État attend, par exemple, de ces ONG-là. Moi, je pense qu'après tout cela, il est bien bon de revenir, et après assainissement, de partir sur des bonnes bases. Et ce forum, c'est une occasion. Et ce forum, c'est une occasion de connaître qui est qui, de discuter, de dire, en fait, cette situation d'abord économique de l'État du Niger, et de voir comment est-ce que ces ONG aujourd'hui peuvent mettre la main à la pâte pour apporter leur soutien. Que ça soit humanitaire, que ça soit du point de vue financier, tout ce que ces ONG peuvent faire, donc c'est une occasion aussi, et c'est la bienvenue en tout cas pour l'État. Maintenant, nous sommes aussi éprouvés par l'insécurité. Il y a des familles, il y a aujourd'hui qui ont besoin de cette assistance humanitaire. Et il y a des ONG qui ont ce pouvoir d'assister ces familles-là qui sont éprouvées par l'insécurité. Donc c'est également l'occasion, ce n'est pas pour rien que la région de Tillabéri a été choisie pour pouvoir abriter ce forum. C'est parce que c'est une des régions aujourd'hui qui fait face terriblement à cette insécurité, où des populations sont pratiquement désertées certaines localités de cette région. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les ONG qui interviennent dans le secteur, qui interviennent au niveau donc de cette région de Tillabéri? Comment est-ce qu'ils peuvent élargir leur collaboration avec l'État? Moi, je me dis que c'est une très bonne chose et que c'est bon par an, ne serait-ce que par an, de savoir quand même, est-ce qu'il y a eu des résultats? Qu'est-ce qu'il faut arranger? Qu'est-ce que l'État gagne avec ces ONG? Et qu'est-ce que ces ONG, en fonction de ce qu'elles peuvent faire sur le terrain, sont en train de faire? Voilà. La collaboration doit être en fait comme ça. Voilà, merci beaucoup Memouna. Douane, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense simplement que c'est des partenaires essentiels. Ouais. Ils amènent des ressources colossales. Et c'est pas toujours que, comment ça s'appelle là, c'est pas toujours que ils sont obligés, ils doivent normalement, parce que quand ils s'installent, ils ont un agrément, on leur délivre un agrément pour qu'ils puissent s'installer. Moi je dis c'est à l'État souvent qui ne suit pas, qui doit normalement veiller à ce que, voilà, je suis venu dans tel cadre dans le pays, voilà comment ça doit se passer et je vais te suivre régulièrement par rapport à la mise en œuvre des projets que tu es venu implémenter dans le pays. Voilà, c'est souvent ça qui ne marche pas, qui ne suit pas. Ça fait qu'il y a des déviances. Il y en a qui dévient de ce qu'ils doivent faire normalement. Et à qui la faute? Voilà, à qui la faute? Arémi, vous avez évoqué l'aspect confiance. Selon vous, aujourd'hui, comment cela doit se faire entre les ONG et leurs partenaires qui est l'État? Oui, en fait, c'est surtout dans l'autonomie et la façon de le faire. Les ONG ont souvent des principes que, bon, si la personne n'arrive pas à travailler ou n'est pas du domaine, ne peut pas, par exemple, savoir. Par exemple, les ONG, vous voyez des voitures d'ONG où il y a un fusil, le dessin d'un fusil barré. Ça veut dire qu'en aucun cas, ils ne doivent transporter une arme ou un porteur d'armes. OK. Et malheureusement, il arrive qu'en brousse, pour X raisons, on leur demande de transporter, par exemple, un porteur d'armes. N'est-ce pas? Ils peuvent refuser. Et du coup, ils peuvent être taxés d'être complices ou d'être contre ces personnes-là ou ces secteurs-là. Ce qui n'est pas souvent vrai. Il faut aussi savoir que, oui, les ONG, il leur arrive de gérer beaucoup d'argent. Mais si vous voyez la rigueur à laquelle elles sont généralement soumises, il n'y a pas de marge pour détourner cet argent-là et aider quelqu'un d'autre que ce pourquoi
cet argent leur arrive. Il faut aussi savoir que beaucoup d'ONG en ce moment tirent vraiment le diable par la queue du fait du retrait d'un bailleur important, à savoir l'USAID. La politique actuelle américaine a fait que l'USAID, qui donne, je dirais, plus de 70% des ressources à la plupart des ONG du Niger, mais ailleurs aussi dans le monde, il y en a où c'est beaucoup plus, n'est-ce pas? Il manque énormément d'argent. Sinon, les ONG, il faut le reconnaître, créent des emplois. Heureusement, le ministre d'ailleurs l'a dit, n'est-ce pas? Il a évoqué 27 000 emplois. Quand même, c'est énorme. À part l'État, je crois que même le commerce n'utilise pas plus que ça. Et c'est beaucoup de recettes pour l'État, parce que toutes ces personnes, pour l'essentiel, sont des Nigériens, donc qui payent l'impôt, et qui cotisent pour la caisse, et quand même qui dépensent au Niger. C'est énormément de sous. Et ça peut permettre en partie, il y a des pays où il y a des villes, carrément, moi j'ai vu, à Bukavu, au Congo, pratiquement, ça marche grâce à l'argent des ONG, parce qu'ils sont nombreux, et tu peux être étonné qu'au lieu de la monnaie congolaise, c'est même le dollar que tu dépenses. Donc c'est énormément de sous, et ils sont vraiment méticuleux sur la question du respect du droit des travailleurs. Tous ces travailleurs, 27 000, tu peux être sûr qu'à 100% les gens sont pris en charge du point de vue santé. Les droits des travailleurs est respecté. Donc c'est beaucoup de choses. Il ne faut pas faire parce que 27 000 Nigériens qui perdraient leur... Mais on est foutus. On est foutus. J'espère que, heureusement, moi je sais que les gens vont finir par se comprendre et se parlent très bien. C'est pourquoi c'est essentiel de se parler, parce qu'il faut sauver aussi, y compris ces emplois-là pour les Nigériens, quoi. Donc vraiment, la confiance doit être de mise. Oui, ils doivent être transparents, parce que les ONG sont tenus de déposer leur rapport annuel à la DONCAT, n'est-ce pas? Donc de le faire, et l'État doit se donner les moyens de suivre vraiment ces rapports-là quand ils reçoivent l'argent. Aujourd'hui, les banques n'acceptent pas qu'un fonds important rentre dans un compte tant que vous ne déposez même pas le projet pour lequel l'argent là arrive, n'est-ce pas? Mais aussi, ça aussi, certainement, c'est les ONG internationales. On n'a pas compté avec les plus de combien d'associations et ONG nationales qui aussi travaillent et emploient aussi du monde. Donc c'est vraiment le domaine des ONG et des associations, c'est le deuxième certainement pourvoyeur d'emploi, quelque chose qui manque énormément dans notre pays et auquel on doit vraiment faire très attention aussi, quoi. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce forum de la presse. Nous remercions à nos invités, Arumi Abba, journaliste à la radio alternative, Maimouna Jado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant, Tarnan Fouda Ahmed, j'ai assuré la modération de ce forum, Seini Issa a assuré la technique. Très bon week-end à tous.